Orama System fait plutôt partie de la catégorie, on va dire, des startups. Hein. Donc, il y a une planche, mais c'est très bref. Hein. Éventuellement, je la mets pour ceux que ça intéresse et qui voudraient éventuellement investir dans Orama System. Mais voilà, donc la société, c'est presque une date anniversaire. On existe depuis 3 ans. Et donc, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui fait que l'on s'intéresse au domaine de la robotique ? En fait, nous, on va se présenter un peu comme une activité périphérique qui est liée au robot. C'est plutôt la partie télécom, qui est la spécialité d'Orama System. Donc, c'est en fait notre mission, elle est résumée. On a plagié Nokia en fait en faisant ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez du célèbre Connecting People. Donc nous, en fait, l'idée, c'est Connecting People. Ça veut dire on va être sur des cas d'usage où on veut connecter des objets et ce qu'on peut considérer en profondeur. Alors, ce que fait Orama System, en fait, on développe un réseau sans fil, une solution, c'est un protocole de réseau sans fil pour les objets connectés. On verra après, effectivement, quand on dit objet connecté, donc on va penser automatiquement au robot. Où en fait le principe c'est de fonctionner sur, contrairement au téléphone par exemple, où chacun va fonctionner par rapport à une base station ou une gateway de façon totalement isolée et individuelle. On va travailler sur le côté grégaire, on va dire, en tout cas, de communauté des objets dans un espace, alors ça peut être un espace naturel, mais ça peut être aussi un site industriel, en fait, sur la notion de masse d'objets qui vont être déployés sur une surface. Donc un site industriel qui peut faire même plusieurs kilomètres. Donc l'idée, en fait, c'est de constituer un réseau de communication complètement agile, c'est-à-dire sans infrastructure préalable, uniquement basé sur la distribution des objets. Ce réseau va s'organiser tout seul pour aller vers un point. Évidemment, il y a toujours un concentrateur, donc ce qu'on appelle le on-spot, c'est le point qui va en fait collecter les informations qui remontent vers un centre de contrôle ou ce qu'on appelle chez nous un cloud, et éventuellement même aussi redescendre. Ça marche dans les deux sens. Donc, pourquoi en fait on parle chez nous en fait peut-être vous connaissez l'expression réseau mesh ou réseau maillé, voilà. Bon, nous on adresse plutôt, on appelle ça du LoRa multi-hop parce que le mesh, les objets parlent un petit peu tous entre eux. On voit bien que sur cette photo en fait il y a une notion d'arborescence, il y a une organisation, il y a du routage. Ça c'est pour des raisons en fait de stricte économie aussi. Au niveau de la gestion des batteries, parce que Oramanet est quand même conçu beaucoup pour des objets qui fonctionnent sur pile. Alors je sais que c'est pas toujours un problème pour les robots, mais en l'occurrence, qui peut le plus peut le moins. Mais donc la technologie LoRa, en fait, on l'a choisie. Donc c'est une modulation qui est très très connue dans le monde de l'Internet des objets. On l'appelle LoRaWAN aussi, le protocole. Ici, dans la région, il y a eu Sigfox, mais qui existe toujours d'ailleurs, en fait. Sigfox, c'est un petit peu l'équivalent du Sigfox avec un peu une autre architecture, mais toujours cet intérêt. Ce sont des réseaux qu'on dit bas débit, à faible consommation, très large couverture. Donc le but, si vous connaissez peut-être des réseaux mesh, alors, je ne parle pas de BLE, Bluetooth mesh, alors là, où on fait des sauts de puce de quelques dizaines de mètres. Là, ce que l'on vise, effectivement, c'est des environnements, on va faire des sauts qui vont être typiquement de la taille d'1 kilomètre. Donc voilà, ça change, on change de dimension en fait. C'est ça l'intérêt, en fait ce qui est un peu l'unicité d'Oramanet, c'est ça. Alors je dis 1 kilomètre, c'est qu'en espace, ce qu'on chez nous on appelle le champ libre, ou line of sight, chez nous même à Méreuil dans le sud, enfin on est près de Marseille, on fait des sauts de 2 kilomètres si on n'a pas d'obstruction particulière. Dans un environnement, on va dire, moyen, semi-urbain, on fait le kilomètre. Dans des environnements qui commencent à être perturbés avec beaucoup d'obstructions, il faudra aussi compter avec ce qu'on appelle le bruit ambiant, le bruit électronique. On peut descendre en dessous de 500 mètres. Mais ça reste quand même des longueurs, enfin des distances intéressantes. Ce réseau, en fait, peut avoir, après, il s'auto-organise et sur une profondeur qui va jusqu'à 9 sauts. C'est pour ça qu'on dit, globalement,
Typiquement, en fait, on fait 9 km de rayon, ça fait 25 000 hectares, et là-dedans, on peut discriminer, alors, avec un nombre de messages très limité, mais on peut discriminer jusqu'à 65 000 objets, avec une seule tête, enfin un seul concentrateur on spot. À dessein d'ailleurs, j'ai mis une photo parce que c'est un sujet que l'on a abordé très récemment. C'est ce qu'ils appellent un AGV, c'est ça, sur une chaîne de production chez Volvo Truck à Lyon, anciennement Berlier. Donc c'est effectivement où ils utilisent, en tout cas pas ce protocole, bientôt, mais pour l'instant, en fait, en tout cas, la modulation LoRa et le protocole LoRaWAN, c'est en fait la première fois qu'on rentre dans ce monde-là de l'industrie et de la robotique, autre chose que des protocoles. Ils utilisent beaucoup, par exemple, la Wi-Fi, mais ça devient critique parce qu'il y a beaucoup trop de monde. En fait, ils sont à 99% de la ressource et de la bande passante. Il n'y a plus de place pour autre chose. Et là, on est sur des besoins. Alors justement, j'ai entouré la case. C'est ce qu'on appelle, on rentre dans cette catégorie du Massive Machine Type Communication. Sa définition, en fait, veut dire on va adresser une communication massive, mais pas en flux instantané, en fait. C'est beaucoup de machines, mais avec très peu de messages de petite taille et sur des très grandes distances, si possible. Pardon. Donc nous, c'est clair qu'on va se focaliser sur des aspects en fait vraiment strictement de mesure de constante d'information. Enfin, en l'occurrence sur le robot de Volvo, la constante à mesurer, c'est la tension de la batterie. Donc, et c'est tout simplement détecter le seuil à partir duquel ça devient critique. Et potentiellement, l'AGV peut rester en carafe dans un coin, donc il faut anticiper et changer la batterie. Donc on n'a pas besoin d'avoir effectivement des flux de messages à la seconde. Même un message par heure suffit, parce que la dynamique d'une batterie, c'est relativement long. Donc on peut même se contenter d'un message même de type alarme, c'est-à-dire quand on atteint un effet de seuil, on envoie une alarme. Donc ça génère un flux de messages assez limité et on va dire de faible taille. Une tension de batterie, c'est codé sur 1 octet, 2 octets. Hein. Voilà, donc en fait, ce que l'on vise, nous, c'est des cas d'usage, comme on dit chez nous, des cas d'usage où en fait, on va surtout se servir à la fois de la notion de groupe, c'est-à-dire de masse, sur un site des objets, donc des robots en l'occurrence. Et comme on a cette capacité de longue distance, on peut travailler sur des sites. Alors, quand on dit la distance, il y a deux aspects. On peut avoir une très grande distance si on n'a pas trop de perturbations, mais comme on sait que sur des sites industriels, souvent c'est le problème c'est plutôt les perturbations, les interférences, etc. Donc ça, c'est, je veux dire, ce gain de distance, en fait, va nous donner beaucoup plus de confort, même sur des plus petites distances, pour avoir une communication, en fait, résiliente. Donc voilà, après, bon, notre niveau de connaissance s'arrête là, mais en fait, on imagine, il y a plusieurs informations. C'est toujours des métriques assez simples, mais qu'on a besoin de remonter de façon régulière, avec des capteurs qui sont disséminés sur des points sensibles, sur des robots, que ce soit fixes ou mobiles d'ailleurs. Et ces informations, en fait, il est essentiel, par contre, c'est qu'elles remontent de façon, en tout cas, déterministe, qu'elles ne se perdent pas, en tout cas, dans le flux de messages global. Et donc, ce que je dis, en fait, n'importe quel robot dans Ramanet, fixe ou mobile, devient un élément de l'infrastructure. Il n'y a pas besoin de rajouter, en fait, de répéteurs ou de choses comme ça sur le site. C'est naturellement les objets eux-mêmes qui vont faire le réseau. Alors, quelques points techniques, quand même. Donc, il y a, par exemple, j'ai voulu vous épargner un peu les formules, mais en radio, il y a une équation qui est fondamentale pour nous, c'est l'équation de Friis.
Ça va vous donner des ordres de grandeur, en fait. La difficulté qu'on rencontre souvent dans le domaine de la radio, la puissance, pour une puissance émise fixe, en fait, la puissance reçue, elle va décroître au carré de la distance. Donc déjà, ça descend relativement vite. C'est voilà, donc c'est 2 fois la distance, j'ai 4 fois moins de puissance reçue. Donc 4 fois moins, en fait, avec une sensibilité constante, 4 fois moins de chances de recevoir. Et il y a un autre paramètre qui est important, et c'est celui-là aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la fréquence. Et c'est pareil, c'est-à-dire c'est au carré de la fréquence, ou de la porteuse. Donc nous, on travaille par exemple sur une bande qui s'appelle la bande ISM à 868 MHz. En fait, déjà, par rapport à la bande Wi-Fi classique qui est à 2,4 gigas, on dit, on est, on va dire globalement, 3 fois en dessous. Ce qui veut dire qu'en gros, 9 fois plus loin, à même puissance. Voilà, donc on utilise la modulation dite LoRa parce qu'elle a des caractéristiques qui lui donnent, une très bonne immunité au bruit électronique, au bruit qu'on va retrouver sur le spectre radio. Elle sait très bien cohabiter avec les autres. Alors évidemment, toute proportion gardée, c'est-à-dire si les autres émettent une puissance hors norme, évidemment, ça finira par de toute façon écraser tout le monde. Mais voilà, ce que je dis, c'est qu'on est sur des messages qui sont de petite taille, 240 octets, un débit qui est de l'ordre du kilo-octet. Donc et vraiment, ça cible des applications bien particulières. La construction du réseau, en fait, ça c'est des acronymes qu'on utilise beaucoup chez nous. Donc, self-healing, ça veut dire la capacité d'auto-réparation. Ça veut dire le dessin que je vous ai montré, en fait, c'est la photo du réseau à un instant T. C'est-à-dire que s'il y a un objet qui bouge ou qui disparaît, ou qui tombe en panne d'ailleurs, tout simplement, qui est défaillant, en fait, il y a la possibilité au réseau de se auto-organiser, en fait, et de trouver des chemins alternatifs. C'est natif, en fait. Et ça, c'est indispensable pour maintenir la résilience. Ce qu'on appelle le LBT, c'est ce qu'on appelle aussi le Listen Before Talk. Donc, ça veut dire on écoute avant de parler. C'est pas comme tout le monde, souvent. Mais on écoute d'abord le canal, et pour ne pas se perturber nous-mêmes, mais aussi pas perturber les autres. C'est une obligation réglementaire. Tout le monde n'est pas obligé de la faire. Si on ne la fait pas, par contre, on perd certains droits. Et en particulier des droits à émettre. C'est le cas de LoRaWAN, Sigfox par exemple, qui ne font pas de LBT. Donc ils sont limités à ce qu'on appelle 1% de duty cycle. Donc ça veut dire on a le droit d'émettre pas plus que 3,6 secondes sur 3600 secondes. Au-delà, on sort des clous. Donc nous, en faisant ce système-là, plus ce qu'on appelle l'adaptive frequency agility, donc c'est en gros, on dit aussi du frequency hopping, on fait du balayage de fréquences. En faisant ça, en fait, on n'a plus cette contrainte. Donc, malgré tout, même si on communique relativement peu avec des petits messages, il faut voir qu'on a aussi quand même besoin d'avoir, on va être souvent au-delà de ce fameux pourcent, ne serait-ce que pour maintenir le réseau en vie. On a de la signalisation, des messages de signalisation. Et surtout, en fait, c'est la section d'après, en fait, c'est que contrairement à beaucoup de réseaux qui sont dissymétriques, dans Ramanet, en fait, on fait ce qu'on appelle du montant ou du descendant. Donc n'importe quel objet va non seulement transmettre de l'information, mais peut recevoir des instructions. Alors attention, c'est pas du temps réel. C'est en fait les ordres de grandeur, c'est 20 secondes, 30 secondes, la minute. Mais en fait, en redescente, on a 20 secondes en déterministe jusqu'au dernier nœud. On peut garantir que de la gateway jusqu'au dernier nœud, ça prendra pas plus que 20 secondes pour que l'ordre soit reçu. Donc ce que je disais, donc on est en bande ISM, donc ça c'est plutôt des arguments, on va dire économiques. Oui, des arguments économiques dans le sens pas d'abonnement, il n'y a pas d'abonnement, voilà. Ce sont des bandes libres. Alors par contre, évidemment, il y a du monde, donc il faut savoir la partager.
Et il y a un petit effet aussi qui peut être sympathique, c'est en réalité, mais ça, effectivement, ça nécessite un dispositif spécifique qui, on imagine, on peut mettre un robot si on veut, mais je pense que c'est pas la peine de mettre un robot pour faire ça. En fait, c'est ce qu'on appelle une ancre. Donc, on met à un endroit fixe un objet hors manette qu'on géolocalise. Et à partir du moment où, en fait, tout ce qu'il y a autour va se rattacher à lui, on va avoir cette notion de géoréférencement. C'est pas d'une précision centimétrique, mais ça permet de dire, en fait, cet ensemble d'objets, étant donné qu'il va se connecter à cette encre, se situe dans cette zone. Donc c'est ce qu'on fait, en fait, ce qu'on appelle du zoning par mesure de la puissance du signal. Voilà, donc, bon, ça après, c'est un peu des platitudes. L'idée, en fait, vraiment majeure dans cette proposition, c'est de dire que, en fait, les robots eux-mêmes, mais quel que soit, en fait, il n'y a pas besoin, si on a besoin de mettre des capteurs sur ces mêmes robots, il n'y a pas besoin de mettre autour une infrastructure télécom, en fait. C'est-à-dire que le robot lui-même fait partie de cette infrastructure. La seule infrastructure qu'il faille, finalement, c'est ce point, donc, ce point de concentration. Donc c'est un tout petit boîtier, je ne l'ai pas amené, mais j'ai un flyer là-dessus. C'est un boîtier qui fait la taille d'une boîte d'œufs. Il suffit d'en mettre un et un seul sur le lieu de l'usine. Et c'est lui qui va piloter l'intégralité du réseau maillé sur le site. Voilà. Donc, les coordonnées de l'entreprise. Donc, vous voyez, nous sommes du côté, en fait, entre Aix-en-Provence et Marseille et Aubagne. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous avez le lien sur le site. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Alors,